Bonjour. Quelle est la situation actuelle de la pauvreté au Cameroun? Quelles sont les causes profondes et quelles sont les perspectives? Je me propose de répondre à ces trois questions dans cette présentation. Allons-y. La diapositive qui s'affiche sur cet écran vous donne l'évolution du taux de pauvreté au Cameroun de 2001 à 2021. Les données proviennent de l'Institut national de la statistique du Cameroun, qui est la structure publique habilitée à produire des données sur la pauvreté au Cameroun. Et donc, comme vous pouvez le constater, le taux de pauvreté au Cameroun entre 2001 et 2021 a très légèrement baissé. On pourrait même dire qu'il a quasiment stagné. Il est passé de 40,2% en 2001 à 38,6% en 2021, soit une baisse de l'ordre de moins 2 points de pourcentage. Et donc, les politiques publiques de lutte contre la pauvreté sur cette période ont été très peu efficaces. Et par conséquent, le nombre de pauvres au Cameroun sur cette période a fortement augmenté. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique qui vous donne effectivement ce nombre de pauvres en millions, on constate que le nombre de pauvres au Cameroun est passé de 6,4 millions de pauvres en 2001 à 10,5 millions de pauvres en 2021, soit une augmentation de l'ordre de 4,1 millions de pauvres en 20 ans. Nous allons maintenant nous concentrer sur les données les plus récentes sur la pauvreté au Cameroun qui datent de 2022. Nous n'avons pas voulu présenter ces données sur ce graphique pour la simple raison qu'en 2022, l'Institut national de la statistique a défini une nouvelle méthodologie de calcul du taux de pauvreté et donc une nouvelle définition du seuil de pauvreté. Qui est pauvre au Cameroun? Est pauvre au Cameroun toute personne dont le revenu ou les dépenses de consommation sont inférieures à 813 francs CFA par jour, soit moins de 25 000 francs CFA par mois. Donc, est pauvre au Cameroun toute personne qui a un revenu ou des dépenses de consommation de moins de 25 000 francs CFA par mois. Et donc, suivant ce seuil de pauvreté, quel est le taux de pauvreté au Cameroun? Quels sont les taux de pauvreté suivant les milieux de résidence et quels sont les taux de pauvreté dans chacune des régions du Cameroun? Cette diapositive répond à cette question et on peut observer que le taux de pauvreté au Cameroun en 2022 était de 37,7%. En milieu urbain, c'est-à-dire l'ensemble des villes, il était de 21,6%. En milieu rural, l'ensemble des villages, il était de loin supérieur au taux de pauvreté en milieu urbain, c'est-à-dire plus que le double, s'établissait donc à 56,3%. Au niveau des régions, 3 régions se distinguent avec des taux de pauvreté qui sont supérieurs à 60%. Il s'agit de l'extrême nord qui vient en première position avec un taux de pauvreté de 69,2%. Ensuite, du nord-ouest qui vient en seconde position avec un taux de pauvreté de 66,8%. Et enfin, le nord qui vient en troisième position avec un taux de pauvreté de 61,1%. Quelles sont les régions qui ont eu les taux de pauvreté les plus faibles en 2022? Il y a, dans un premier temps, le sud, avec un taux de pauvreté de 14,9%. Ensuite, le centre sans Yaoundé, on exclut Yaoundé, qui a un taux de pauvreté de 19,1%. Et enfin, le sud-ouest avait un taux de pauvreté de 20,4%. Les deux grandes villes
Yaoundé et Douala ont eu les taux de pauvreté les plus faibles. Douala avec un taux de pauvreté de 8,3% et Yaoundé avait un taux de pauvreté de 10,8%. Quelle est la traduction de ces proportions en termes de nombre, en termes d'effectifs de pauvres au niveau du Cameroun et dans chaque région? Pour le savoir, nous allons examiner les données, les projections de la population réalisées par le Bureau central des recensements et des études de population, le BUCREP, qui est la structure publique du Cameroun en charge de la production des données sur la population, la production des données démographiques. Et donc, sur cette diapositive, vous avez les projections de population du BUCREP pour 2022 et pour 2025. En 2022, le BUCREP projetait une population pour le Cameroun de 27,4 millions et en 2025, il projetait pour le Cameroun une population de 29,4 millions. En termes au niveau régional, au niveau des régions, le centre et l'extrême nord avaient le même poids démographique et venaient en première position. Et ils étaient suivis, ces deux régions étaient suivies par le littoral, ensuite par le nord, et les régions qui avaient les poids démographiques les plus faibles, c'était le sud, l'est et l'Adamawa. Et donc, lorsque nous combinons les données sur les taux de pauvreté de l'INS qui étaient à la diapositive précédente et les données de population du BUCREP, nous pouvons avoir les effectifs de pauvres au Cameroun et dans chaque région. Sur cette diapositive, nous avons l'effectif des pauvres au Cameroun en 2022 et dans chacune des régions. En 2022, avec une estimation, une projection de la population de 27,4 millions au Cameroun, on a 10,3 millions de pauvres, c'est-à-dire le Cameroun a 10,3 millions de personnes qui ont un revenu ou qui dépensent moins de 25 000 francs CFA par mois. Au niveau des régions, l'extrême nord se démarque avec un nombre de pauvres de 3,48 millions, c'est-à-dire dans la région de l'extrême nord, 3,48 millions de personnes ont moins de 25 000 francs CFA de revenus et de dépenses de consommation par an. La région de l'extrême nord est suivie par la région du nord qui a un nombre de pauvres de 1,94 millions, soit près de 2 millions. Et ensuite, du nord-ouest qui a un nombre de pauvres de 1,56 millions. Le reste des régions ont des effectifs de pauvres inférieurs à 1 million. Quelle est la situation en 2025? Si nous considérons que les taux de pauvreté de 2022 n'ont pas significativement changé en 2025, ça ne fait que 2 ans. Donc, il y a de fortes probabilités qu'il n'y ait pas eu un changement majeur entre 2022 et 2025 en termes de taux de pauvreté. Si cela est le cas, avec une population projetée par le BUCREP à 29,4 millions en 2025, nous aurons un effectif de pauvres de 11,1 millions. Et donc, comme sur la diapositive précédente, la région de l'extrême nord se distingue par un nombre élevé de pauvres, c'est-à-dire 3,8 millions de pauvres, de personnes qui ont moins de 25 000 francs CFA de revenus ou de dépenses de consommation par mois. Ensuite, le nord avec 2,13 millions de pauvres et le nord-ouest avec 1,62 million de pauvres. Les autres régions ont moins de 1 million de pauvres. La situation de la région de l'extrême nord a attiré notre attention et nous avons justement constaté que le nombre de pauvres dans cette région est anormalement élevé. Et on a constaté qu'il était plus élevé que la population totale de la capitale, Yaoundé.
Imaginez un instant toute la population de Yaoundé, dans chaque quartier, dans chaque maison, du premier Camerounais au dernier Camerounais, à moins de 25 000 francs CFA de revenus ou de consommation. Toute la population de Yaoundé est pauvre. C'est inacceptable. C'est dire comment la situation de la pauvreté dans la région de l'extrême nord est préoccupante. Nous allons maintenant regarder le poids de chaque région dans le nombre de pauvres. Bien évidemment que l'extrême nord a le poids le plus élevé, avec 34,3%. C'est-à-dire que plus de 1 pauvre sur 3 vient de l'extrême nord. Il est suivi du nord qui a 19,2% de pauvres et du nord-ouest qui a 14,6% de pauvres. Le reste du pays, toutes les autres régions, ne représentent que 31,9%. Si nous regroupons toutes les 3 régions qui concentrent l'essentiel de la pauvreté au Cameroun, c'est-à-dire l'extrême nord, le nord et le nord-ouest, nous avons ceci. Dans ces 3 régions concentrent 68,1% de pauvres. Et donc, 7 pauvres sur 10 viennent de ces 3 régions. Et donc, le destin du Cameroun se joue dans ces 3 régions. La stabilité du Cameroun se joue dans ces 3 régions, où on a l'essentiel de pauvres. Donc, en résumé, l'extrême nord, le nord et le nord-ouest est le centre de gravité, l'épicentre de la pauvreté au Cameroun. Parce qu'en 2025, si nous avons une population d'environ 30 millions, plus de 11 millions sont pauvres, et sur ces 11 millions, 8 millions viennent de ces 3 régions. C'est la raison pour laquelle nous l'avons appelé, ces 3 régions, nous l'avons appelé ensemble l'épicentre de la pauvreté au Cameroun. Pire encore, nous faisons le constat que le nombre de pauvres dans ces 3 régions croît plus vite que la population. Vous avez sur ces 3 graphiques la croissance annuelle moyenne de la population et la croissance annuelle moyenne du nombre de pauvres. La croissance annuelle moyenne de la population est en bleu et la croissance annuelle moyenne du nombre de pauvres est en rouge. Vous avez l'extrême nord, le nord et le nord-ouest. Et comme vous pouvez constater, la barre en rouge qui représente la croissance annuelle moyenne du nombre de pauvres est plus élevée que la barre en bleu. Et donc, nous avons des régions où des modèles sociaux, des modèles économiques fabriquent des pauvres, puisque le nombre de pauvres évolue, grandit plus rapidement que la population. Quelles sont les causes de cette pauvreté? Face à la situation et au regard des caractéristiques sociales, des caractéristiques démographiques des 3 régions qui concentrent l'essentiel de la pauvreté au Cameroun, on entend souvent des explications simplistes du genre « c'est à cause de la population que la région de l'extrême nord est pauvre » ou la région du nord est pauvre, ou la région du nord-ouest est pauvre. C'est à cause de la culture, ils ont une culture qui les rend pauvres. C'est à cause du climat, c'est parce qu'il fait extrêmement chaud dans l'extrême nord, où il pleut beaucoup, que l'extrême nord est pauvre. C'est parce qu'il y a des crises sécuritaires dans la région de l'extrême nord, dans la région nord-ouest, que la pauvreté est si importante. C'est à cause des chocs exogènes
qui affaiblissent notre économie et donc créent une situation de fragilité dans ces trois régions. Ce sont les programmes d'ajustement structurel du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale qui restreignent les dépenses de l'État et empêchent justement d'investir dans ces zones. C'est l'appartenance au franc CFA, c'est le fait que nous utilisons le franc CFA qui nous empêche de nous développer et par conséquent de développer les trois régions. C'est la faiblesse du secteur privé qui n'investit pas malgré toutes les incitations qu'on met en place. Et une dernière, c'est parce que les villes de Yaoundé et de Douala concentrent 90% de la masse monétaire. Nous allons examiner chacun de ces éléments. Commençons donc par la population. La population est la cause de la pauvreté dans les trois régions. Nous disons que c'est faux et totalement faux. Et nous nous appuyons sur un ensemble d'évidences empiriques vérifiées dans le monde entier, en Afrique subsaharienne et au Cameroun. Vous avez là des graphiques. La première ligne de graphique vous donne les populations en millions. La deuxième ligne, celle qui est en dessous, vous donne la richesse créée par habitant en dollars. Donc, lorsque nous nous concentrons sur les données au niveau mondial, bien évidemment, la population du monde a augmenté. C'est passé de 3 milliards en 1960 à 8 milliards, à plus de 8 milliards en 2024. Étant donné que la population a augmenté dans le monde, on se serait attendu que la richesse créée par personne, que le gâteau par personne diminue. Mais au contraire, ce que l'on observe, c'est que la richesse créée par personne, au lieu de diminuer, au lieu de stagner, a plutôt augmenté. La richesse créée par personne est passée de 3 656 dollars à 11 876 dollars en 2024. Donc, la population a augmenté, mais également la richesse créée par personne a également augmenté. Donc, dire que la population crée la pauvreté et la cause de la pauvreté, cela implique que si la population augmente, on devrait avoir une baisse de la richesse créée par personne. Ce n'est pas le cas au niveau mondial. Au niveau de l'Afrique subsaharienne, c'est la même chose. Nous avons une augmentation de la population qui passe de 228 millions en 1960 à 1,29 milliard en 2024. La richesse créée par habitant a également augmenté, puisqu'il est passé de 1147 dollars US à 1601 dollars US en 2024. La population augmente, la richesse créée par personne augmente également. C'est également le cas pour le Cameroun, où la population est passée de 5 millions en 1960 à 29 millions en 2024, et la richesse créée par personne, c'est-à-dire le produit intérieur brut par habitant, a également augmenté, passant de 936 dollars US à 1481 dollars US. Donc ces évidences montrent que l'augmentation de la population n'implique pas forcément la baisse du niveau de vie des populations. Au contraire, on voit très clairement ici que l'augmentation de la population a été suivie par une augmentation du niveau de vie moyen de la population, que ce soit au niveau mondial, au niveau africain et au niveau du Cameroun. Nous allons poursuivre avec la preuve. Sur ce graphique, vous avez la corrélation entre la population et la richesse créée par personne. C'est-à-dire le produit intérieur brut par personne, la richesse créée par personne. Et cette
courbe, cette droite, montre que cette corrélation, elle est positive. Parce que quand vous augmentez la population, vous vous rendez compte que la richesse créée par habitant augmente également. Donc, il existe une corrélation positive entre la population et la richesse créée par habitant. Il existe une corrélation positive entre la population et le niveau de vie moyen des individus. Nous allons poursuivre avec d'autres évidences empiriques, mais cette fois-ci, beaucoup plus proches de nous. Nous allons ici nous focaliser sur la région du centre et la région de l'extrême nord. Nous avons vu dans une diapositive passée, les projections démographiques du Buquet, que le centre et le sud, et le centre et l'extrême nord, avec le même poids démographique. Et donc, en 2022, par exemple, la population du centre était de 5,1 millions et la population de l'extrême nord de 5,02 millions. Donc, ils avaient pratiquement la même taille de population, le centre et l'extrême nord. Sauf que, au niveau du taux de pauvreté, le taux de pauvreté dans la région du centre était de 13,4%, le plus faible, parce que ici, ça intègre la ville de Yaoundé. Et donc, le centre devient la région la moins pauvre lorsqu'on intègre Yaoundé. Donc, nous avons un taux de pauvreté de 13,4% pour le centre. Le centre est la région la moins pauvre. Et nous avons un taux de pauvreté pour l'extrême nord de 69,2%, le taux le plus élevé. Donc, vous vous trouvez là, vous avez deux régions qui ont des tailles de population comparables, presque identiques. Mais l'un a le taux de pauvreté le plus faible et l'autre a le taux de pauvreté le plus élevé. En termes de nombre de pauvres, le centre, en 2022, avec 680 000 pauvres, et l'extrême nord, 3,48 000 pauvres. C'est-à-dire la pauvreté dans la région de l'extrême nord était 5 fois supérieure à la pauvreté, au nombre de pauvres dans la région du centre. Le nombre de pauvres dans la région de l'extrême nord était 5 fois supérieur au nombre de pauvres dans la région du centre. Si la population était la cause de la pauvreté, étant donné que le centre et l'extrême nord ont le même niveau de population, la même taille de population, on devrait également avoir au centre un taux de pauvreté avoisinant 70% comme dans le cas de l'extrême nord. Mais ça n'a pas été, ce n'est pas le cas, puisque le centre a le taux de pauvreté le plus faible. Cela montre tout simplement que la population n'est pas la cause de la pauvreté dans la région de l'extrême nord. Nous allons donc aller sur le deuxième élément, qui est la culture. Soyons sérieux. Est-ce que vous avez déjà vu une culture? Est-ce que vous connaissez une culture où les gens sont contents de faire des kilomètres à pied pour aller chercher l'eau à boire? Est-ce que vous connaissez une culture où les gens sont contents de se discuter de l'eau avec du bétail? Est-ce que vous connaissez une culture où les gens sont contents de vivre dans l'obscurité lorsque la lumière est juste à côté? Non, ça n'existe pas. Il n'existe aucune culture qui ne soit pas émerveillée par le téléphone, par la technologie, par Internet. Toutes les cultures aspirent au bien-être. Si les populations de l'extrême nord se trouvent en train de faire des kilomètres pour aller chercher de l'eau, c'est parce qu'il n'y a pas de source d'eau à proximité. S'ils se trouvent à discuter de l'eau avec du bétail, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de points d'eau. S'ils vivent dans l'obscurité, c'est parce qu'il n'y a pas l'électricité.
Voilà le problème. Plutôt que de dire que la culture est la cause, c'est plutôt les infrastructures qui manquent. Et donc, lorsque vous avez ce manque d'infrastructures, lorsque vous n'avez pas d'eau, lorsque vous n'avez pas d'électricité, lorsque vous n'avez pas de route, il va de soi que vos enfants, au lieu d'étudier, consacrent une bonne partie de temps pour aller chercher de l'eau. Les parents, au lieu de travailler, consacrent une bonne partie pour aller chercher de l'eau. Le fait que vous discutez de l'eau avec les animaux vous expose à des maladies. Non, la culture n'est pas la cause de la pauvreté. La misère, la soif, la famine, le chômage, ça n'a pas de tribu. Tout le monde sent la famine, tout le monde sent la soif de la même façon. Donc on ne saurait dire qu'il y a une culture qui aime la pauvreté. Toutes les cultures, comme je l'ai dit, aspirent au bien-être. Donc la culture ne saurait être une cause de la pauvreté. Abordons le troisième élément qui porte sur le climat. Aujourd'hui, nous entendons beaucoup parler de changement climatique. C'est comme si le changement climatique était l'alpha et l'oméga du développement. Changement climatique à gauche, changement climatique à droite. Non, ce n'est pas le changement climatique qui cause la pauvreté. Ce n'est pas le climat qui cause la pauvreté. Ce n'est pas parce que l'extrême nord a un climat chaud, ou peut-être parce qu'il pleut beaucoup, que l'extrême nord est pauvre. Et là également, nous avons des évidences empiriques. Au niveau, d'abord, des pays, mais également au niveau des régions du Cameroun. Prenons d'abord les pays. Prenons deux pays, le Canada et les Émirats arabes unis. Le Canada est caractérisé par un climat neigeux. Il neige. Les températures sont négatives là-bas. Ça, c'est la caractéristique principale du Canada. Il fait extrêmement froid. Les Émirats arabes unis sont caractérisés par un climat désertique, sec. Il fait extrêmement chaud aux Émirats arabes unis. Mais ce que nous constatons, c'est que quoi? C'est que ces deux pays sont riches, avec presque les mêmes niveaux de richesse créés par habitant. Pourtant, en matière de climat, ces deux pays sont diamétralement opposés. Vous avez un pays où il fait excessivement froid et un pays où il fait excessivement chaud. Pourtant, en termes de richesse, ces deux pays sont riches et ont presque le même niveau de richesse créé par habitant. Le Canada n'a pas attendu que son climat change pour devenir riche. Ils n'ont pas attendu qu'il n'y ait plus d'énergie. Parce que s'ils attendent qu'il n'y ait plus d'énergie au Canada, ils vont attendre pendant longtemps. Les Émirats arabes unis n'ont pas attendu de changer le climat pour être riches. Non. S'ils attendent que le désert finisse là-bas, ils vont attendre pendant longtemps. Ils sont tout simplement devenus riches. Donc on voit très bien que ce n'est pas le climat qui influence, qui est la cause de la pauvreté. À travers cet exemple. Allons-y au niveau des régions au Cameroun. La région de l'extrême nord et du nord sont caractérisées par des climats très chauds. En revanche, la région du nord-ouest est caractérisée par un climat humide. Mais nous voyons que ces trois régions ont des taux de pauvreté qui sont supérieurs à 60%. Des taux de pauvreté élevés. C'est-à-dire qu'ils ont des climats diamétralement opposés, mais ils se ressemblent en matière, ils ont les mêmes niveaux de pauvreté. Mais on est tenté également de dire que l'extrême nord, le nord, ils n'ont pas attendu de changer leur climat pour être pauvres. Ou peut-être le nord-ouest n'a pas attendu de changer le climat pour être pauvre. Ils sont pauvres. Et ce n'est pas parce que le climat est chaud, ce n'est pas parce que le climat est humide. Parce que si c'était le cas, on aurait peut-être, si on se dit que les zones humides sont les zones qui ont moins de pauvreté, on aurait moins de pauvreté dans la région du nord-ouest. Mais on se rend compte que ces régions ont presque les mêmes niveaux de pauvreté. Donc, ce qui nous amène au quatrième élément, qui les crises sécuritaires sont les causes. Non,
non, non, les crises sécuritaires dans l'extrême nord avec Boko Haram et dans le nord-ouest avec les sécessionnistes n'est pas la cause de la pauvreté dans ces régions. Pour la simple raison que avant la crise, c'est-à-dire avant Boko Haram, avant la crise sécessionniste, la pauvreté était déjà à des niveaux très élevés et allait en augmentant dans ces régions. Prenons les 3 régions. La première ligne, ça vous donne les taux de pauvreté dans les 3 régions et la deuxième ligne vous donne le nombre de pauvres. Ça, c'est l'extrême nord, le nord et le nord-ouest. Prenons l'extrême nord. Boko Haram, c'est 2014. Mais avant Boko Haram, le taux de pauvreté en 2001 à l'extrême nord se situe à 56,3%. Déjà exagérément élevé par rapport à la moyenne nationale. Il augmente en 2007 pour se situer à 65,9%. Et en 2014, il atteint 74,3%. C'est-à-dire en 2014, nous avons 3 sur 4 personnes qui sont pauvres dans la région extrême. Donc, vous voyez, le taux de pauvreté a augmenté avant l'arrivée de Boko Haram. Par conséquent, le nombre de pauvres est passé de 1,6 million en 2001 à 3 millions en 2014, avant Boko Haram. Donc, avant l'arrivée de Boko Haram, il y avait déjà une situation critique où la pauvreté était en augmentation. Donc, on ne peut pas dire que Boko Haram est venu créer la crise avant. Non, puisque Boko Haram n'existait pas. La même chose pour la région du Nord-Ouest. Nous voyons là une augmentation du taux de pauvreté de 2001 à 2014 qui passe de 52,5% à 55,3%. Et par conséquent, le nombre de pauvres passe de 900 000 à 1,1 million. Donc, augmentation partout. La crise dans les régions nord-ouest intervient à la fin de 2016, début 2017. Mais bien avant, nous avons des taux de pauvreté qui sont en augmentation et l'homme de pauvre qui est en augmentation. Donc on ne peut pas dire que ce sont ces crises-là qui ont... Puisque ces crises-là n'existaient pas quand le taux de pauvreté augmentait. Au contraire, on peut dire que c'est le fait, c'est parce que la pauvreté a augmenté fortement, parce que les niveaux de pauvreté étaient très élevés dans ces régions-là, qu'il y a eu des crises sécuritaires. Ça, c'est beaucoup plus sensible. Et donc, l'existence des crises sécuritaires crée donc un cercle vicieux où vous avez la crise sécuritaire qui alimente la pauvreté et la pauvreté qui alimente la crise sécuritaire. Mais au départ, ce n'est pas la crise sécuritaire. C'est la pauvreté qui cause plutôt la crise sécuritaire et non les crises sécuritaires qui causent la pauvreté. Donc cela nous amène donc au prochain élément, les chocs exogènes. Non, les chocs exogènes ne sont pas la cause de notre sous-performance économique, ne sont pas la cause de la pauvreté de masse. Les chocs exogènes, en général, ça agit comme des tests de résilience. C'est-à-dire quand il y a un choc exogène, ça permet de voir si l'économie est solide, est forte. Des stress tests, des tests de résilience. Si vous avez une économie qui est forte, lorsqu'elle subit un choc, certes, elle fléchit, mais rapidement, elle revient à son niveau d'avant le choc. Mais si vous avez une économie qui est fragile, qui est mal gérée, lorsqu'elle subit le choc, elle aura du mal à revenir au niveau avant le choc. Et donc là, nous avons 2 graphiques. Le premier graphique vous donne le taux de croissance du PIB par habitant, la richesse créée par habitant. Nous comparons le Cameroun qui est en rouge avec le Bénin qui est en bleu. Et le deuxième graphique vous donne le même indicateur, c'est le taux de croissance de la richesse créée par habitant, la comparaison entre le Cameroun et le Burkina Faso. Concentrons-nous sur le premier graphique. Dans ce premier graphique, nous avons constaté que quoi? Que le taux de croissance du PIB par habitant est en augmentation, c'est-à-dire entre 2010 et 2014, nous voyons bien que le taux de croissance du PIB par habitant augmente au Cameroun et atteint son pic en 2014.
C'est-à-dire, sur cette période-là, l'économie camerounaise est dynamique. Mais à partir de 2014, le taux de croissance du PIB par habitant va baisser et va se retrouver à 1%. C'est-à-dire, aujourd'hui, entre 2017 et 2024, le taux de croissance du PIB par habitant au Cameroun a du mal à dépasser 1%. Et donc, sur cette période-là, donc de 2014 à 2024, le taux de croissance du Cameroun n'est jamais revenu à son pic, 10 ans après. Qu'est-ce qui s'est passé? Entre 2014 et 2016, il y a eu la chute drastique des cours mondiaux du pétrole. Donc c'était un choc pour l'économie camerounaise dont les recettes d'exportation dépendaient essentiellement, surtout, du pétrole. Et donc ce choc a provoqué une baisse de la performance de l'économie. Et donc l'économie camerounaise jusqu'à aujourd'hui n'a pas pu revenir à son niveau de croissance avant le choc. Donc l'économie camerounaise n'a pas pu absorber, n'a pas pu être résilient par rapport au choc de la baisse des cours mondiaux du pétrole. Parce que jusqu'à aujourd'hui, le taux de croissance du PIB par tête, par habitant, a du mal à dépasser 1%. Alors qu'en 2014, on se situait à 2,6%. Regardez maintenant l'économie béninoise. Vous avez en 2015 un choc important qui se traduit par une forte baisse du taux de croissance du PIB par rapport au Bénin. Mais quelques années plus tard, c'est-à-dire vous êtes là en 2015, mais en 2018, 3 ans plus tard, le Bénin retrouve son niveau de croissance d'avant le choc. C'est-à-dire l'économie béninoise, mieux gérée, a absorbé le choc de 2015. Et bien entendu, elle poursuit sa tendance comme avant le choc. Puisque avant le choc, on avait des taux de croissance de pratiquement 4%. Donc ça se poursuit. Bien entendu, en 2020, on a eu un choc qui a été absorbé par les deux économies. C'est-à-dire que le choc de la COVID-19 a été absorbé par les deux économies. Mais le choc du pétrole, la chute des cours mondiaux du pétrole n'a pas été absorbé par le Cameroun. En revanche, le choc qui est intervenu au Bénin en 2015 a été absorbé. Et le constat également qu'il faut faire, c'est que ces deux pays qui ont subi les mêmes chocs sur la période, les chocs exogènes sur la période, vous avez une économie qui a un taux de croissance qui est beaucoup plus dynamique que l'autre. L'économie béninoise est beaucoup plus dynamique que l'économie camerounaise, puisque les taux de croissance sur l'ensemble de la période de l'économie béninoise est supérieur au taux de croissance de l'économie camerounaise. Donc vous avez d'abord ils ont expérimenté les mêmes chocs. Il y a une économie qui a su absorber les chocs et une autre qui n'a pas absorbé les chocs. Et il y a une économie qui est beaucoup plus dynamique que l'autre. Mais on serait attendu que les deux économies réagissent de la même façon. Mais ce n'est pas le cas. Maintenant, on pourrait dire que quoi? On pourrait dire que le Bénin n'est pas dans la même situation que le Cameroun. Le Cameroun a des crises sécuritaires. Mais là, regardons le Burkina Faso. Le Burkina Faso a des crises sécuritaires très importantes, a eu des crises sécuritaires très importantes et continue d'avoir des crises sécuritaires importantes. Il y a eu plusieurs coups d'État, au point où aujourd'hui, au Burkina Faso, nous avons un militaire au pouvoir. Mais comment s'est comportée l'économie du Burkina? Vous avez là, en 2015, il y a un choc qui fait baisser le taux de croissance. Mais juste après, vous voyez comment l'économie du Burkina absorbe le choc et retrouve son niveau quelques années plus tard, c'est-à-dire 3 ans plus tard. Le choc de la COVID-19, bien entendu, ça a été absorbé par les économies. Vous voyez, ici encore, vous avez une crise, un choc. Mais juste après, l'économie absorbe le choc. Donc, c'est une économie, l'économie du Burkina Faso est une économie beaucoup plus résiliente que l'économie camerounaise, qui n'a pas pu absorber le choc de 2014. Et lorsqu'on regarde également en moyenne sur la période,
l'économie du Burkina est beaucoup plus dynamique puisque le taux de croissance moyen sur la période au Burkina est supérieur au taux de croissance du Cameroun. Donc voilà la situation. Donc le choc exogène, non, ce n'est pas la cause. Le choc exogène éprouve notre économie. Ça permet de savoir si notre économie a des facteurs internes pour pouvoir résister. Ce sont des stress tests, des tests de résilience. Mais ce n'est pas la cause de la sous-performance de nos économies. Cela nous amène donc au cinquième élément, les programmes d'ajustement structurel du Fonds monétaire international, c'est la cause. Non, là c'est faux. C'est faux. Certes, l'impact, le bilan des programmes d'ajustement structurel est mitigé. On connaît très bien ça. C'est mitigé. Ce n'est pas parce que vous avez le Fonds monétaire international dans vos mains que vous allez vous développer. Non. Mais souvenez-vous quand même que c'est nous qui appelons le Fonds monétaire international dans nos pays. Et le Fonds monétaire international ne vient dans les pays que si le pays a été mal géré, si la gestion des finances publiques du pays est calamiteuse. Le Fonds monétaire international n'intervient que lorsque les finances publiques d'un pays se trouvent dans un état désastreux, lorsque ça a été mal géré, lorsque les dépenses ont été engagées de manière incontrôlée. C'est à ce moment-là que le Fonds monétaire... Donc, le Fonds monétaire vient lorsque la situation est critique. Par conséquent, suivant cette perspective, le Fonds monétaire n'est pas la cause de la sous-performance. Les programmes d'ajustement structurel ne sont pas la cause de la sous-performance de nos économies et de la pauvreté de masse que nous observons dans cette région. Cela nous amène au sixième point, le franc CFA. Oui, le franc CFA. J'aimerais d'abord préciser ici que je suis tout aussi favorable à l'abandon du franc CFA, mais pas pour des raisons économiques, beaucoup plus pour des raisons de souveraineté monétaire. Certes, le franc CFA, il y a des contraintes structurelles que ça nous impose. Avec le franc CFA, il est difficile de manipuler notre monnaie, il est difficile de réduire la valeur de notre monnaie pour rendre nos exportations compétitives. Il est difficile d'utiliser la planche à billets pour financer nos investissements. Mais les évidences nous montrent également que ce n'est pas parce que nous utilisons le franc CFA que nous sommes pauvres. Ce n'est pas parce que nous utilisons le franc CFA que nos performances économiques sont médiocres. Et là, j'ai deux évidences en plus. La première chose, c'est que vous avez là deux pays, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Le Cameroun est en bleu, la Côte d'Ivoire est en rouge. Ça, c'est le taux de croissance. Vous avez deux sous-régions, la CEMAC, la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, et l'Union économique monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, qui est en couleur rouge, la CEMAC est en couleur bleue. Si nous examinons le premier graphique, nous pourrons constater, ces deux pays qui utilisent le franc CFA, que le taux de croissance économique sur la période, c'est-à-dire ensemble de 2011 à 2025, de voir 2025 la projection du Fonds monétaire international, le taux de croissance économique en Côte d'Ivoire est 2 fois plus élevé que le taux de croissance économique au Cameroun. Pourtant, les deux utilisent le franc CFA. C'est-à-dire vous avez une économie qui est plus dynamique que l'autre. Pourtant, les deux utilisent le franc CFA. Au niveau des sous-régions, des communautés économiques, vous avez deux communautés économiques où tous les pays utilisent le franc CFA. Mais on se rend compte également que le taux de croissance moyen au sein de l'UEMOA est 2 fois le taux de croissance moyen au sein de la CEMAC. Donc l'économie de l'UEMOA, les économies de l'UEMOA sont en moyenne beaucoup plus dynamiques que les économies de la CEMAC. Pourtant, les pays qui appartiennent à ces deux zones économiques utilisent le franc CFA. Donc ce n'est pas le franc CFA qui est responsable de la sous-performance de nos économies. J'aimerais aller encore plus loin. Ça fait des années que je travaille sur la question du franc CFA. Je n'ai jamais, je dis bien au grand jamais, vu des évidences qui montrent clairement, économiques, qui montrent clairement que les pays qui appartiennent à la zone hors franc CFA sont beaucoup plus performants que les pays qui appartiennent à la zone franc CFA. Au contraire, dans la zone franc CFA, on trouve beaucoup de pays qui ont des taux de croissance très élevés. Je dis bien, je n'ai jamais
vu, il n'y a même plus établi clairement comment est-ce que les pays qui n'appartiennent pas à la zone franc CFA sont plus performants, plus dynamiques économiquement que les pays qui appartiennent à la zone franc CFA. Je n'ai jamais pu établir cela. Donc, ce n'est pas le franc CFA. Le problème de la monnaie, c'est ailleurs. Le problème de la monnaie, c'est comment est-ce que nous utilisons nos devises qui sont issues de nos exportations. Mais si nous utilisons nos devises pour maintenir notre train de vie, pour maintenir le train de vie de l'élite, pour consommer, il va de soi que nous allons avoir une économie qui est faible. En revanche, si nous utilisons nos devises pour acheter des équipements, transformer nos matières premières, créer des emplois, nous allons avoir une économie qui est beaucoup plus forte. Donc, la question, ce n'est pas la monnaie. C'est beaucoup plus la vision, mais c'est également surtout la gestion de la monnaie, c'est la gestion de l'économie. Si nous gérons bien notre économie, comme le fait par exemple les pays de l'UEMOA, au niveau du Bénin, l'économie est bien gérée, vous avez des taux de croissance qui sont pratiquement 2 fois le taux de croissance du Cameroun. Donc, ce n'est pas la monnaie. Si on doit changer le franc CFA, c'est beaucoup plus pour d'autres raisons plutôt que les raisons économiques. Je passe donc au 7e élément, la faiblesse du secteur privé. Là encore, on attend partout. Les gens disent que oui, le secteur privé, il ne veut pas investir, il est faible. Non. Au Cameroun, comme dans la plupart des pays, comme ailleurs, le secteur privé n'est pas faible. Le secteur privé est rendu faible, mais il n'est pas faible. Il est rendu faible par l'État, par le gouvernement. Il est rendu faible parce que vous l'asphyxiez, le gouvernement l'asphyxie avec les impôts, la pression fiscale. Parce que le gouvernement l'asphyxie avec les lourdeurs administratives. Il est faible parce que le gouvernement le prive des infrastructures essentielles. Si vous ne mettez pas les infrastructures performantes essentielles, le secteur privé va être faible. C'est-à-dire les routes, l'électricité. Comment voulez-vous que le secteur privé se développe s'il n'a pas les routes? Comment voulez-vous que le secteur privé se développe s'il n'a pas l'électricité? Non. Le secteur privé est faible quand vous promouvez le fonctionnaire par rapport aux dirigeants de la PME. Moi, je me pose parfois cette question. Comment peut-on comparer un dirigeant de PME avec un fonctionnaire? Un dirigeant de PME, c'est quelqu'un qui innove pour créer un produit. Il crée un produit ou un service par innovation. Il se bat pour vendre ce produit. Il crée un marché, il vend le produit. Et lorsqu'il a le revenu, lorsqu'il a le chiffre d'affaires, il prend une partie, il paie les salaires, il prend une autre partie, il paie les impôts. Donc vous avez quelqu'un qui innove, qui crée des produits, qui crée la richesse, qui crée des emplois. Vous ne pouvez pas comparer le dirigeant des PME avec un fonctionnaire, non. Si vous le faites, vous affaiblissez le secteur privé. Il faut valoriser le dirigeant de la PME. Les pays qui valorisent les dirigeants des PME, les responsables d'entreprise, les chefs d'entreprise, les opérateurs économiques, sont les pays où le secteur privé se développe et fort. Donc, si vous avez une fiscalité qui est juste, si vous avez une administration qui est légère, si vous donnez au secteur privé les infrastructures essentielles et performantes, si vous faites la promotion des chefs d'entreprise, des opérateurs économiques, vous aurez un secteur privé fort. Mais c'est quand même anormal que vous blâmez une plante de ne pas grandir alors que c'est vous qui avez pollué le sol. C'est-à-dire vous polluez le sol et vous blâmez la plante qu'elle n'a pas grandi. Mais si l'environnement, si le sol du secteur privé est pollué, comment voulez-vous que le secteur privé puisse grandir? Il ne va pas grandir, puisque toutes les conditions sont mauvaises pour qu'il grandisse. Donc tout ce que le secteur privé demande, ce sont les meilleures conditions pour pouvoir se développer. Donc le secteur privé n'est pas à l'origine
il est plutôt à la fin. Il est également victime. Le secteur privé ne saurait être la cause. Non, le secteur privé est victime. Et donc, nous avons donc le dernier élément où on dit, oui, qui a trait à la décentralisation, on dit que oui, c'est parce que Douala et Yaoundé concentrent 90% de la liquidité que les régions du nord-ouest, de l'extrême nord et du nord sont pauvres. Admettons que ce chiffre est vrai. Je ne suis pas sûr que c'est vrai et je n'ai pas vérifié. Admettons que c'est vrai. Cela impliquerait comme recommandation que nous puissions retirer une partie de la liquidité à Douala et à Yaoundé pour mettre dans les régions de l'extrême nord et du nord. Douala et Yaoundé ne concentrent pas 90% de la masse monétaire pour rien. C'est parce qu'il y a de l'activité économique dans ces régions-là. Et donc, il y a une relation de causalité, de cause à effet bidirectionnelle entre la masse monétaire et l'activité économique. Si vous réduisez la masse monétaire à Douala et Yaoundé, ça veut dire que vous réduisez également l'activité économique. Et les conséquences peuvent être graves sur les régions pauvres, puisqu'en fait, ces régions-là on ne pourrait plus avoir suffisamment de recettes fiscales pour pouvoir financer les régions pauvres. Non, ce n'est pas la solution. De plus, si vous mettez la liquidité dans la région de l'extrême nord, qui n'a pas le nécessaire, le minimum pour pouvoir développer les activités, mais ce que vous causez, c'est que vous créez de l'inflation qui va affecter non seulement la population, non seulement le secteur privé, empêcher le secteur privé de se développer, mais également empêcher une augmentation du coût de la vie aux populations et aggraver davantage la pauvreté. Donc la solution n'est pas de prendre l'argent dans les villes de Douala et Yaoundé et de partir mettre dans la région de l'extrême nord, du nord et du nord-ouest. La question, c'est de mettre en place des bases qui vont permettre justement de créer l'activité économique dans ces régions-là et donc démarrer un cercle vertueux entre la masse monétaire et l'activité économique. Mais il faut pour cela des bases, des investissements basiques, des investissements initiaux qui doivent être réalisés par l'État. Et si vous avez ces investissements-là, la masse monétaire va augmenter. Et si la masse monétaire augmente parce que l'activité aura augmenté, il est possible que la part de Douala et Yaoundé dans les liquidités dans la masse monétaire baisse, pas en valeur absolue, mais en valeur relative. En valeur absolue, ça va même augmenter. Mais en valeur relative, parce que l'extrême nord, le nord aura développé l'activité, la masse monétaire aura augmenté. Maintenant, lorsqu'on va regarder toute la masse monétaire dans le pays, on va se rendre compte que la masse monétaire relative de Douala et Yaoundé a baissé. Donc, la solution, c'est de créer l'activité économique dans ces régions-là. Ok, donc comme je l'ai dit, il faut dynamiser l'activité économique dans les trois régions. Et pour dynamiser l'activité économique dans la région de l'extrême nord, du nord et du nord-ouest, on n'a pas besoin de réduire la population. Et vous avez des programmes vicieux qui pensent que c'est en réduisant la population qu'on va atteindre le développement. Non, c'est faux. Pour créer l'activité économique à l'extrême nord, on n'a pas besoin de réduire la population. Au contraire, la population, c'est un facteur de développement. Pour dynamiser l'activité économique dans les régions de l'extrême nord, du nord et du nord-ouest, on n'a pas besoin de changer la culture. Non, on n'a pas besoin. La culture est un facteur de développement. On n'a pas besoin de changer la culture. On n'a pas besoin de changer le climat. Il ne faut pas attendre que le climat de l'extrême nord devienne... Non. Si vous attendez que le climat de l'extrême nord change, d'abord, il ne changera pas. Il ne changera pas. On ne peut pas attendre que le climat change. Ou on ne peut pas chercher à changer le climat. Non, on doit dynamiser l'économie avec le climat actuel. Il ne faut pas attendre le retour de la sécurité. Non, on ne peut pas attendre le retour de la sécurité. Totale la sécurité dans les régions du Nozo pour dynamiser l'activité économique. On ne peut pas attendre le retour total de l'activité à l'extrême nord, le retour de la sécurité totale dans l'extrême nord pour dynamiser l'activité économique. Étant donné que c'est l'absence de l'activité économique, c'est la pauvreté qui a créé la crise sécuritaire,
Si nous voulons répondre à la crise sécuritaire, il faut créer l'activité économique. D'abord. Il faut créer l'activité économique. Si on crée l'activité économique, ça va agir sur la sécurité, ça va agir sur l'insécurité, ça va réduire l'insécurité. Donc on ne doit pas attendre qu'il y ait la sécurité totale pour commencer à investir, pour commencer à dynamiser l'économie. Il ne faut pas attendre que la conjoncture internationale soit favorable. Donc imaginez-vous, on attend que la guerre en Ukraine finisse pour se développer. Ou peut-être que la guerre en Palestine finisse pour se développer. Non, non, non. On doit se développer. On n'a pas besoin d'attendre que l'environnement soit favorable. On n'a pas besoin de changer de monnaie. On peut se développer avec le franc CFA. Nous avons vu des économies qui sont dynamiques avec le franc CFA. On peut se développer par conséquent avec le franc CFA. On n'a pas besoin d'attendre que le Fonds monétaire international parte. On dit que non. Si on dit que ce sont les plans d'ajustement, ce sont les programmes d'ajustement structurel, qu'il faut que le Fonds monétaire international parte. Non, on n'a pas besoin. On peut développer, dynamiser les économies lorsque le Fonds monétaire international est là. Puisque le Fonds monétaire international vient même justement pour essayer de redresser nos finances publiques. Pour le secteur privé n'a pas besoin de soutien. Le secteur privé a juste besoin que vous mettez en place les conditions nécessaires. Si vous mettez en place les conditions nécessaires, comme une fiscalité juste, une administration légère, les infrastructures essentielles, la valorisation des chefs d'entreprise, le secteur privé va se développer. Il n'a pas besoin que vous lui donniez plus que ça. Il va se développer naturellement. On n'a pas besoin d'attendre la décentralisation pour se développer. Nous avons vu que le centre, le sud, sont des régions qui sont les moins pauvres. Le centre et le sud n'ont pas attendu la décentralisation pour réduire le taux de pauvreté. Nous avons d'autres régions qui ont des taux de pauvreté relativement faibles par rapport à la région vous avez la région de l'extrême nord, du nord et du nord-ouest. Ces régions n'ont pas attendu la décentralisation pour avoir des taux de pauvreté relativement faibles. Non, on n'a pas besoin d'attendre la décentralisation. On n'a pas besoin que la décentralisation soit un non. On peut actuellement dynamiser l'économie dans ces régions-là et réduire significativement la pauvreté. Nous disons donc qu'il faut créer des conditions nécessaires à travers des investissements massifs dans les infrastructures, dans l'éducation, dans la santé, pour réduire le coût de création et de développement de l'activité économique. Bref, pour réduire les coûts de production. Si nous réduisons les coûts de production, les entreprises vont être attirées par la compétitivité qu'ils vont y trouver dans ces régions. Réduire les coûts de production en mettant en place des infrastructures performantes essentielles. Il faut que le coût de l'électricité devienne faible. Le coût de la logistique soit faible. Le coût de l'eau soit faible. L'impôt soit faible. Si nous réduisons toutes ces choses-là, nous allons créer l'activité économique dans ces régions-là et la pauvreté va naturellement baisser. Mais pourquoi ces investissements publics dans la logistique, dans l'énergie, pour réduire les coûts de production ne sont pas faits? Nous disons que la seule raison pour laquelle ces investissements ne sont pas faits jusqu'à maintenant, c'est la mauvaise gouvernance et le train de vie d'État. C'est parce qu'il y a la mauvaise gouvernance que l'État n'a pas les capacités pour investir dans ces régions. De la mauvaise gouvernance, le train de vie d'État limite drastiquement les capacités d'investissement de l'État dans ces trois régions. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, Le train de vie d'État, comment est-ce que les dépenses publiques influent sur l'ambition d'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. J'ai discuté avec beaucoup de personnes qui m'ont dit que j'aurais dû mettre mauvaise gouvernance plutôt que train de vie d'État. Je vais expliquer pourquoi est-ce que j'ai mis train de vie d'État, partager avec vous comme j'ai partagé également avec eux le train de vie d'État. Et pour cela, je vais essayer d'établir la différence entre la mauvaise gouvernance et le train de vie d'État. Du point de vue de la définition, qu'est-ce que la mauvaise gouvernance? C'est un concept vaste, un concept large. La mauvaise gouvernance, c'est beaucoup de choses qui décrit un système. C'est le mot-clé, système. La mauvaise gouvernance décrit un système où la mauvaise utilisation, la mauvaise allocation des ressources publiques
s'opèrent, où il y a le pillage et le détournement des ressources publiques. Donc c'est un système qui permet cela. Donc on y inclut dedans les aspects de manque de transparence, les aspects d'inefficacité de la justice, les aspects de lourdeur administrative, les aspects de corruption. Donc c'est un système où s'effectuent les mauvaises choses, c'est-à-dire les détournements, les pillages, la mauvaise utilisation de ressources. Alors que le train de vie d'État, c'est l'application concrète et chiffrée de la mauvaise gouvernance. Plutôt que d'être le système, le train de vie d'État, c'est le pillage, c'est le détournement, c'est la mauvaise utilisation des ressources publiques, c'est l'inefficience dans le budget d'État. C'est ça le train de vie. Donc vous avez la mauvaise gouvernance qui est un concept vaste. Et vous avez le train de vie d'État qui est bien circonscrit. C'est le pillage, c'est les détournements, c'est la mauvaise utilisation, c'est la mauvaise allocation des ressources. Maintenant, du point de vue de la mesure, il est difficile, je dis très bien difficile, de quantifier, de mesurer la mauvaise gouvernance. Je prends un seul exemple. Quel est le coût de lenteur administrative? On ne peut pas dire, on ne peut pas donner, il est difficile de donner. Quel est le coût exact de lenteur administrative? Ça ne peut pas être évalué. Et donc, ce qui se passe en général, compte tenu de ces difficultés-là, on est parfois amené à utiliser des indicateurs subjectifs. Par exemple, comme l'indice global de bonne gouvernance, l'indice de perception, la corruption, qui sont des indicateurs subjectifs. En revanche, le train de vie d'État, en ce qui concerne la mesure, est parfaitement quantifiable, parfaitement mesurable, parce que chaque ligne du budget définit le train de vie d'État. Nous avons par exemple le coût exorbitant du parc automobile ministériel, l'achat des véhicules, l'entretien des véhicules, les bons de carburant, les missions et les voyages à l'étranger, des ministres, des fonctionnaires qui voyagent en première classe, les perdièmes, les effectifs pléthoriques dans les missions. C'est ça le train de vie d'État. Donc c'est quantifiable, on voit ça, c'est une ligne du budget, c'est une ligne du budget. Vous avez également des budgets de souveraineté, des caisses noires, des caisses opaques non contrôlées. Nous avons ça, tout le monde connaît ce que c'est, dans les ambassades, dans les ministères, les lignes 94, 65, ainsi de suite. Les salaires et les avantages démesurés des hauts fonctionnaires déconnectés de la réalité du pays. Vous avez des avantages qui sont parfois démentiels. Vous avez d'un côté pratiquement 11 millions, plus de 11 millions de personnes qui ont des revenus de moins de 25 000 francs CFA par mois. Et vous avez de notre côté des agents publics qui ont des avantages démesurés. Donc ça, c'est le train de vie d'État. Vous avez des subventions aux entreprises publiques non rentables. Vous avez des entreprises publiques non rentables qu'on subventionne chaque année. Au-delà de ça, vous avez l'effectif pléthorique du gouvernement. Lorsque vous avez 65 ministres, vous avez 65 cabinets. Lorsque vous avez 35 ministères, vous avez 35 délégués régionaux avec tout ce qui va avec, des délégués départementaux qui vont avec ça. Vous avez près de 300 députés, vous avez près de 200 dirigeants d'entreprises publiques avec des salaires qui sont exorbitants, qui sont impensables pour un pays qui a le niveau de développement comme le nôtre. Vous avez à côté de ça des programmes. Le Cameroun, on a 183 programmes. Il y a plusieurs programmes parmi ceux-là que si on supprime, plusieurs programmes que si on supprime, ça ne changera absolument rien sur le bien-être des Camerounais. Des programmes avec des budgets de fonctionnement, sans budget d'investissement, nombreux. Avec des petits programmes à gauche et à droite. 180, ça c'est ce qui est affiché dans le budget. Mais au-delà de ça, il y a d'autres programmes qui sont. Vous avez des structures qui ne servent pratiquement à rien, qui consomment le budget d'État pour rien du tout. Il y a plusieurs structures comme ça, que si on supprime, aucun pan de l'activité économique ne sera affecté. C'est ça le train de vie d'État. L'inefficience partout.
Vous avez même des ministères au niveau qui ont une sous-performance extraordinaire. Vous avez, quand vous prenez les ministères de souveraineté et que vous vous rendez compte qu'en matière de corruption, nous serons toujours très mal classés. Que nous ne serons pas capables de produire des biens basiques alors que ces ministères existent et ont des programmes pour cela. Ça pose sérieusement un problème. Donc l'inefficience, c'est partout. C'est ça le train de vie de l'État. En termes de politique, lorsqu'on se contente de la mauvaise gouvernance, en général, les dirigeants vont mettre en place des réformes juste symboliques. C'est-à-dire qu'on parle, on dit qu'on parle de mauvaise gouvernance. Ok, on va résoudre ça à travers la création d'une commission anticorruption à gauche, à travers les cellules de corruption à droite, on va installer les gens. Non. Toutes ces institutions de lutte contre la corruption pour l'amélioration de la bonne gouvernance ont une efficacité très limitée. Parce que nous en avons beaucoup au Cameroun. Mais la corruption va en grandissant, alors que nous avons une pléthore d'institutions qui sont en charge de lutte contre la corruption, qui sont en charge d'améliorer la bonne gouvernance, d'améliorer la gouvernance du pays. Nous avons des cas graves. Glencore Gate, quand vous suivez des montants qui sont en jeu, faramineux, qui pourraient développer toute une région. Vous avez la Covid Gate, vous avez la Can Gate. Pourtant, ces institutions existent. Donc, quand on parle de mauvaise gouvernance, les autorités, le pouvoir, ils se contentent de créer des institutions symboliques pour vous contenter. Mais alors que, en ce qui concerne le train de vie d'État, lorsque vous attaquez le train de vie d'État, vous attaquez le problème dans sa source financière. Les actions sont claires, le résultat est concret. Lorsque vous supprimez une dépense inutile, vous prenez cela, vous affectez dans une infrastructure, dans l'éducation, dans la santé. C'est clair. Donc, pour terminer, pourquoi est-ce que j'ai choisi le train de vie d'État plutôt que la mauvaise gouvernance? La mauvaise gouvernance, c'est d'abord un concept qui est abstrait, c'est difficile à mesurer et les réformes sont souvent symboliques. Alors que le train de vie d'État, c'est une dépense visible, c'est parfaitement mesurable et l'impact direct et immédiat sur le budget. Donc, réduire le train de vie d'État est une manière pragmatique et efficace de combattre les effets dévastateurs de la mauvaise gouvernance. Donc, c'est plus circonscrit et on peut voir les conséquences de la réduction du train de vie d'État, ce qui n'est pas le cas pour la gouvernance. Et donc, dans ce livre, j'estime le coût du train de vie d'État au Cameroun sur la période 2011-2024. Et donc ce coût est supérieur à 15 000 milliards de francs CFA. Tenez-vous tranquille. Ce coût-là n'intègre pas les détournements de fonds publics qui, hors budget, c'est-à-dire qui viennent de la vente du pétrole, de la vente du bois, de la vente des minéraux, non. Qui sont tout aussi importants. Mais ça n'intègre pas. C'est-à-dire que vous comprenez que si le coût du train de vie d'État dans le budget est à ce niveau-là, si on ajoute également les fonds qui sont détournés, mais vous avez de gros montants qui peuvent vous permettre de développer un pays, de développer toutes ces régions-là. 15 000 milliards de francs CFA, qui représentent pratiquement 28% des dépenses publiques. C'est le coût du train de vie d'État sur la période, sur les 13 années, 2011-2014. 2011-2024. C'est le coût du train de vie d'État. C'est quoi 15 000 milliards? 15 000 milliards, c'est quoi exactement? 15 000 milliards, c'est 15 000 kilomètres de route bitumée à raison de 1 milliard par kilomètre. Vous imaginez, depuis la création du Cameroun en 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore pu bitumer 15 000 kilomètres de route. Et même lorsque nous bitumons les routes, ce sont les petites routes. 1 milliard, ça vous permet d'avoir des routes comme la route
Yaoundé, sur l'autoroute de Yaoundé-Douala qui s'arrête aujourd'hui à Boulébel. Ça vous permet d'avoir des routes comme ça. Donc avec 15 000 milliards, vous pouvez avoir 15 000 km d'autoroute. C'est ça, 15 000 milliards. 15 000 km d'autoroute. 15 000 milliards, c'est 50 barrages hydroélectriques construits à 300 milliards d'unités. C'est-à-dire vous avez 50 barrages. C'est-à-dire ça vous permet d'avoir de l'électricité pour les 100 prochaines années, sans interruption. 15 000 milliards, c'est 3 000 lycées techniques construits et équipés à 5 milliards d'unités. C'est-à-dire que vous n'allez pas seulement construire les lycées techniques au Cameroun, vous n'allez pas seulement construire les lycées techniques en Afrique centrale, vous allez construire les lycées techniques avec cet argent-là dans toute l'Afrique subsaharienne. C'est ça 15 000 milliards. 15 000 milliards, c'est 1000 hôpitaux de référence construits et équipés à 15 milliards d'unités. Vous n'aurez pas seulement les hôpitaux de référence au Cameroun, vous allez avoir des hôpitaux de référence dans toute l'Afrique. Enfin, 15 000 milliards, c'est 1000 logements sociaux construits à 15 millions d'unités. C'est 1 million de logements sociaux construits à 15 millions d'unités. Donc, si vous avez ces logements sociaux, vous réduisez le coût du loyer. Ça permet justement d'augmenter le pouvoir d'achat des ménages. Et les ménages ayant de quoi consommer, ça stimule la production. Et l'économie se développe. Si vous avez 15 000 milliards, c'est juste en faisant l'économie, c'est-à-dire en réduisant le train de vie l'État, c'est-à-dire qu'on a un budget. Il suffit juste de faire l'économie sur ce budget-là. Vous avez ces 15 000 milliards. Vous n'avez pas besoin d'aller au Fonds monétaire international pour avoir 64 milliards à gauche, 100 milliards, 200 milliards ici. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Vous faites juste, prenez le budget, vous supprimez les dépenses non essentielles qui ne servent à rien et vous économisez 15 000 milliards de francs CFA. Vous n'avez pas besoin d'aller sur les marchés financiers pour subir des taux d'intérêt élevés. Non. Vous vous concentrez sur votre budget et vous réduisez le gaspillage. Et vous avez l'argent pour pouvoir investir dans les régions du Nord-Ouest, dans les régions de l'extrême Nord et dans les régions du Nord. Avec 15 000 milliards, vous réduisez votre dette. Vous payez la dette intérieure, vous payez la dette extérieure. Vous augmentez, c'est-à-dire que le numérateur, vous réduisez le numérateur. Vous augmentez votre croissance économique, le dénominateur, vous l'augmentez. Le ratio de taux d'endettement baisse drastiquement et permet justement de renforcer la confiance, d'attirer les idées dans votre pays. Parce que on aura une économie qui n'est pas endettée, qui est résiliente, où le risque est faible. Et donc, les investisseurs étrangers vont venir dans le pays. Et le simple fait de commencer par être discipliné dans la gestion budgétaire donne un signal aux investisseurs pour dire que voilà un pays qui est sérieux, il faut qu'on y aille pour investir. Ça, c'est d'abord le début. Donc, nous avons tout sur place, nous avons un budget où nous pouvons faire des économies pour pouvoir investir dans ces différentes régions. Et donc, si on se concentre maintenant sur les 3 régions, comment aurait-on pu utiliser les 15 000 milliards? Ça nous aurait permis de lancer un plan Marshall. Le gouvernement a lancé un plan Marshall de développement très ambitieux pour ces régions. Et qui aurait permis de renforcer la sécurité, restaurer la confiance. Avec 15 000 milliards, la guerre dans les régions du Nord et du Sud-Ouest, c'est terminé. On peut même payer toutes ces personnes qui font du désordre. Le terrorisme dans la région d'extrême Nord est terminé. La sécurité revient. La confiance revient. Avec 15 000 milliards, on investit massivement dans les infrastructures de base. L'eau, l'électricité, les routes, dans les écoles, les hôpitaux, les technologies d'information et de la communication. Donc ça nous permet justement de créer un socle solide qui va ensuite attirer les investissements privés, stimuler la création d'entreprises et d'emplois
et constitue ainsi un levier le plus efficace pour réduire durablement la pauvreté dans ces trois régions. La question du train de vie d'État, c'est quelque chose qui est très bien connu par les autorités camerounaises, très bien connu par le chef de l'État. Et donc là, je vais citer l'un de ses discours, qui pour moi est l'un des meilleurs discours qu'il a prononcé au cours des 10 dernières années. C'est le discours du 31 décembre 2023. Dans ce discours, il fait un bilan. Oui, il parle des ordures, il parle des problèmes d'électricité, des problèmes de route, des problèmes de la justice, les problèmes sécuritaires, même dans nos villes. Il parle de tous les problèmes du Cameroun, de tous les problèmes que nous avons. Il fait un bilan. Et il donne la solution pour résoudre ce problème-là. C'est dans l'investissement public pour résoudre ce problème-là. Et il va plus loin en donnant les sources de financement. Et donc, je vais le citer pour la première fois. Il dit, je cite, « C'est la raison pour laquelle je n'ai de cesse de prescrire au gouvernement la rationalisation des dépenses publiques. » Fin de citation. Le président de la République dit ceci dans son discours du 31 décembre 2023. Je cite, « C'est la raison pour laquelle je n'ai de cesse de prescrire au gouvernement la rationalisation des dépenses publiques. » Il connaît bien le problème. Il va plus loin en disant, s'agissant de la réduction des dépenses publiques, j'ai fermement réitéré au gouvernement mes instructions antérieures visant à réduire les dépenses de fonctionnement. Fin de citation. Je reprends encore. S'agissant de la réduction des dépenses publiques, j'ai fermement réitéré au gouvernement mes instructions antérieures visant à réduire les dépenses de fonctionnement. Le président de la République sait, il sait là où se trouvent les poches. Et dans mon livre, justement sur les 15 000 milliards, 80% viennent des dépenses de fonctionnement. 80% viennent des dépenses de fonctionnement. Donc, il sait que le train de vie d'État, c'est dans les dépenses de fonctionnement. Il faut réduire. Si vous réduisez les dépenses de fonctionnement, vous avez suffisamment de marge de manœuvre pour pouvoir investir dans ces régions-là. Donc, le problème est connu par les autorités camerounaises. Il est très bien connu. Il est maîtrisé même. Mais le problème maintenant, c'est que le remède à ce mal, qui est le train de vie d'État, il est amer. Il est facilement, on n'avale pas ça facilement. Parce que lorsque le chef de l'État fait son discours 31, vous avez la loi de finances 2024. Dans cette loi de finances, l'instruction présidentielle de réduire les dépenses de fonctionnement est bien respectée. Parce que vous voyez, ici, vous avez là les captures d'écran des lois de finances. En 2023, vous avez les dépenses de fonctionnement qui sont à 5 280 milliards. Et donc, avec l'instruction présidentielle, on baisse à 5 027 milliards. Ça baisse de près de 200 milliards. Sauf que 4 mois après, il y a eu une ordonnance rectificative de la loi de finances 2024 qui vient mettre en cause l'instruction présidentielle. Et donc, les dépenses passent maintenant de 5 027 milliards votés à 5 608 milliards, soit une augmentation de près de 350 milliards par rapport au niveau de 2023. C'est-à-dire, on a d'abord, dans la loi de finances, on a baissé, mais ensuite, maintenant, on a pris une ordonnance pour augmenter. Ça ne se limite pas seulement à 2024. En 2025, ça s'est poursuivi. Vous avez là la loi de finances 2025. On voit bien que dans cette loi de finances 2024-2025, les dépenses de fonctionnement sont prévues à la baisse. De 5 608 milliards à 5 387 milliards, soit une baisse de près de 200 milliards. Sauf que 4 mois après, on prend une ordonnance rectificative qui met en cause l'instruction présidentielle, où on voit justement que par rapport à 2024, les dépenses de fonctionnement vont se situer à 5 816 milliards et augmenter de pratiquement 200 milliards, plus de 200 milliards.
Chaque fois, on essaie de réduire, mais en cours de chemin, on augmente encore les dépenses de fonctionnement. Donc, la question donc c'est pourquoi l'instruction présidentielle est si difficile à respecter? Donc, c'est pertinent. Tout le monde sait que c'est pertinent. Tout le monde s'accorde qu'il faut réduire le train de vie d'État, puisque le chef de l'État a donné des directives claires là-dessus. Mais ce qu'on constate, c'est que 2023, on était à 5 283 milliards de dépenses de fonctionnement. On a augmenté en 2024 à 5 608 milliards. Et en 2025, on a encore augmenté à 5 016 milliards. Donc les dépenses de fonctionnement ont augmenté, alors que l'instruction présidentielle demandait que cela diminue. Donc, aussi pertinentes soient-elles, les instructions présidentielles ne sont pas suivies d'effet. Elles ne sont pas traduites dans les actes budgétaires. Mais pourquoi donc? Pourquoi cette situation-là? Pour la simple raison que le train de vie d'État est un élément essentiel du système politique actuel. Si vous réduisez, vous risquez de créer une instabilité. Par conséquent, pour le réduire, il faut avoir un programme. Bon, quand je parle de programme, on peut se dire qu'on va encore aller prendre des millions et des milliards pour dépenser. Non, pour dépenser pour élaborer le programme. Non, non, le programme est simple. Il ne s'agit pas de changer des lignes, non. Il s'agit de réduire les dépenses inutiles, de supprimer les dépenses inutiles, de prendre cet argent et d'aller faire des forages à l'extrême nord, au nord. C'est-à-dire, quand on a supprimé, qu'on dise à la population qu'on a supprimé telle ligne de dépenses inutiles, et que cette ligne-là est dédiée à la mise en place de plusieurs forages dans ces différentes régions, pour donner de l'eau aux populations. Avec l'eau, les gens vont travailler, les gens vont étudier. Que ce forage, que ces dépenses ont permis d'électrifier l'extrême nord. Ça, c'est possible. Donc, en termes de perspective de la pauvreté, si rien ne change, si la tendance actuelle est maintenue, au Cameroun, le taux de pauvreté devrait très légèrement baisser. C'est-à-dire, on passerait de 37,7% en 2022 à 36,9% en 2032. En revanche, les taux de pauvreté dans les régions de l'extrême nord, du nord et du nord-ouest devraient augmenter. Dans la région de l'extrême nord, on devrait passer de 69,2% en 2022 à 74,1% en 2032. Dans la région du nord, on devrait passer de 61,1% en 2022 à 65,3% en 2032. Et dans la région du nord-ouest, de 66,8% en 2022 à 72,4% en 2032. Donc, cela s'accompagnerait donc par une augmentation du nombre de pauvres. Le nombre de pauvres passerait au Cameroun de 10,3 millions de pauvres à 13,1 millions de pauvres. Et dans la région de l'extrême nord, on passerait de 3,5 millions de pauvres en 2022 à 5 millions de pauvres en 2032. Et dans la région du nord, on passerait de 1,9 million de pauvres en 2022 à 3 millions de pauvres en 2032. Et dans la région du nord-ouest, on passerait de 1,6 million de pauvres en 2022 à 2 millions de pauvres en 2032. Donc, ainsi, le nord-ouest, l'extrême nord, le nord, devrait demeurer le centre de gravité de la pauvreté au Cameroun en 2032. Nous avons, en 2032, on aura une population de près de 35 millions. Plus de 13 millions seront pauvres. Et l'extrême nord, le nord et le nord-ouest auront 10 millions de ces pauvres. Par conséquent, 3 pauvres sur 4 viendraient de ces 3 régions. Donc la situation dans ces régions-là, si rien ne change, devrait s'aggraver. Et donc pour conclure, je dis, dans le budget que nous avons, nous pouvons faire des économies nécessaires pour investir et développer notre pays. Le train de vie d'État fait beaucoup de mal à notre économie. Si nous avons des enfants, des frères et sœurs qui doivent se déplacer pour aller à l'étranger, pour chercher du travail, si pour ceux qui ont les moyens, quand vous avez un parent qui est malade, vous êtes obligé de vous rendre à l'extérieur, c'est à cause du train de vie d'État. Si vous devez faire
6 heures de temps, 7 heures de temps entre Douala et Yaoundé. Si vous devez faire 8 voire 10 heures de temps entre Douala et Bafoussam, ça c'est à cause du train de vie d'État. Si nous avons de l'insécurité dans la région du nord-ouest et du sud-ouest, de l'insécurité dans la région de l'extrême nord, ça c'est encore à cause du train de vie d'État. Si nos PME ne peuvent pas avoir des crédits à des taux acceptables, si 8 sur 10 de nos PME doivent mourir chaque 5 ans, ça c'est le train de vie d'État. Si nous avons des ordures partout, si nous n'avons pas d'énergie, si nous avons des coupures d'électricité, si nous avons des routes qui sont totalement dégradées, ça c'est le train de vie d'État. Si nous sommes incapables de pouvoir financer notre stratégie de développement, la SND 30, si nous sommes incapables de pouvoir financer notre vision de développement, c'est à cause du train de vie d'État. Si nous réduisons les dépenses inutiles, nous pouvons très bien financer notre développement et nous développer. Donc, tout est possible, pourvu qu'on s'engage à réduire le train de vie de l'État. Portez-vous bien.